Bonsoir, monsieur le colonel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors, c'est pas tout à fait une première, puisque vous étiez déjà venu dans une autre émission il y a plusieurs mois. On était en plein dans la crise sanitaire et on était en plein dans le confinement, si je me souviens bien. C'est ça. Et donc, vous êtes de retour ce soir. On est ravis de vous avoir avec nous. Face à vous, quelqu'un que vous connaissez, Boris Delacruz, le journaliste d'Objectif Gard en charge de la police-justice, du service police-justice. Bonsoir, Boris. Bonsoir, Abdel. Merci beaucoup d'être là, Boris. Je suis ravi. Pour vous, c'est une vraie première. Effectivement, oui. À côté de vous, c'est Anthony Leroy pour le Rassemblement National. Bonsoir, Anthony. Bonsoir Abdel, bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien? Au top, et toi? Eh bien, moi, ça va très bien. On ne s'est pas vu la semaine dernière. Effectivement. Et quelqu'un du Rassemblement National qui t'a remplacé, mais on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Également, merci. En face, c'est Basile Imbert. Bonsoir, Basile. Bonsoir Abdel, bonsoir le gars. Qui représente les jeunes du Parti Socialiste. Tout va bien depuis la semaine dernière? Très bien, et puis très heureux d'être là pour la première de votre camarade Boris. Effectivement. Et d'ailleurs, Boris, je vais lui donner tout de suite la parole. Il va poser la première question au colonel. Colonel, depuis pratiquement un an, la France, le monde vit sous cloche. Est-ce que vous avez constaté, vous, au sein de la gendarmerie, des nouveaux comportements, de nouvelles infractions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pendant un an, vous a suscité des problèmes? Écoutez, depuis un an, on a eu une chute assez vertigineuse de la délinquance, de par une occupation beaucoup plus forte du terrain, des gendarmes du Gard. Et puis bien sûr, les délinquants ont été enrayés un petit peu dans leur méfait du fait de ne pas pouvoir circuler. Donc on a eu une chute assez conséquente de tout ce qui est délit d'appropriation, cambriolage. Par contre, on a pu détecter dans le courant de l'année une augmentation de certains agrégats. Donc déjà tout ce qui est délinquance économique et financière, notamment sur les escroqueries sur Internet. Ce qui nous a amené notamment à communiquer là-dessus. Voilà, donc on a eu plus d'escroqueries sur Internet, plus d'achats sur Internet aussi. Les gens étant confinés ont utilisé les réseaux pour faire des achats en ligne et se sont fait un petit peu avoir parfois. Voilà, donc on a essayé de sensibiliser la population là-dessus. Donc cet agrégat-là est monté. Et un petit peu plus de violence, alors des violences, des problèmes de voisinage, et on a détecté aussi des problèmes intrafamiliaux en augmentation. Alors le phénomène vient de la promiscuité dans les familles, voilà, donc ces éléments-là sont montés. Pour le reste, tout ce qui est délit d'appropriation, une chute assez forte. Aujourd'hui, l'heure du déconfinement est d'actualité, a sonné. Est-ce que vous ressentez en fait une lassitude chez les gens? Est-ce que vous avez des difficultés par exemple sur les contrôles? Non, pas de difficultés particulières sur les contrôles, mais oui, il y a une certaine lassitude dans la population. On le voit de différentes sortes. Ça peut être lors des contrôles où les gens ont tendance à râler un petit peu par rapport aux différentes mesures qui sont prises au niveau des masques, etc. Et aussi notamment aux appels téléphoniques au niveau des centres opérationnels. C'est quelque chose qui se ressent. Alors c'est de l'humain là, ce que je vous dis là, c'est pas des choses qui sont quantifiables. Mais moi, mes opérateurs qui répondent aux appels d'urgence au 17 me disent effectivement qu'ils sentent une certaine tension dans les appels. On sent que ça pèse quand même sur le moral des Français et sur la population en général. Et vous effectuez, puisque l'heure du déconfinement a sonné, est-ce que vous effectuez toujours autant de contrôles sur les routes notamment, pour voir d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Dans le Gard, donc, nous avons mis l'accent sous l'impulsion du colonel Haas sur une forte occupation du terrain, c'est notre priorité absolue. Donc même avant le confinement, mais le confinement nous a confortés dans cette option-là. Donc en fait, on vise vraiment à occuper le terrain de manière, on préfère prévenir que guérir, de manière à empêcher aux délinquants et de créer une insécurité pour les délinquants qui circulent. Parce que le Gard, justement, a une caractéristique de notre département, c'est d'être dans la croisée de beaucoup de chemins, je dirais, entre le Gard rhodanien, le Rhône, Marseille, Montpellier. Avec l'autoroute A9, on a énormément de passages, et puis il y a aussi le train. Donc on occupe le terrain, on fait beaucoup de contrôles, c'est vraiment notre leitmotiv. Et donc on continue à en faire dans cette période de déconfinement. Voilà, donc après on le fait avec mesure, fermeté mais mesure au niveau du confinement. À partir du 19 mai, une nouvelle étape du déconfinement avec l'ouverture des commerces. Est-ce que vous avez été sollicité par des commerçants par exemple qui craignent cette reprise ou qui ont peur de certaines difficultés?
Pour des commerçants, non, Non. ça m'est pas remonté, pas de difficulté Par contre, il y a particulière. peut-être un sujet autour du couvre-feu, parce que lui, le couvre-feu, il va rester actif jusqu'à la fin du mois de juin. Est-ce que là, les gendarmes sur le territoire du Gard interviennent en particulier la nuit pour vérifier effectivement que les gens respectent bien le couvre-feu? Ah oui, pendant les horaires de couvre-feu, donc à la mise en place des couvre-feux, on a des services qui sont un petit peu plus orientés pour s'assurer que le flux s'arrête de circulation, ou qu'en tout cas ceux qui circulent à ce moment-là ont le bon sésame qui va bien, l'attestation, fait que ça correspond à une nécessité. Donc on continuera les contrôles et on va les orienter en fonction. Donc quand le couvre-feu va se décaler, on décalera l'intensité des contrôles à ce moment-là. Après, le couvre-feu, pour nous, c'est un outil qui nous aide à tenir le terrain, notamment vis-à-vis de la délinquance, puisque vous avez beaucoup moins de circulation, donc c'est plus facile à cibler les véhicules à contrôler, quoi. Vous pouvez contrôler plus facilement, effectivement, Eh oui, notamment bien sûr. la nuit, des gens qui se trouveraient, des personnes qui se trouveraient dans la rue. Ça change quand même quelque part votre activité depuis un an, parce que bien évidemment, confronté au confinement, vous avez dû probablement réadapter les activités des gendarmes. Est-ce que c'est le cas, et comment vous appréhendez un déconfinement, ou en tout cas la fin de cette période un peu bizarre qu'on a vécue depuis un an? Mais effectivement, donc on a réorienté un petit peu les services, donc beaucoup plus de contrôle de flux, beaucoup plus de contrôle de zone, contrôle de flux, contrôle de zone. Donc on a détecté pendant la période du confinement une augmentation significative des excès de vitesse, des gros excès de vitesse, plus de 40 et plus de 50 km/h. Les gens sur l'autoroute, il y a moins de monde, ils se lâchent. Autoroute ou pas autoroute, on a des gros excès de vitesse, 130 km/h au lieu de 80, des choses comme ça. Voilà, oui, effectivement, à un moment donné, les routes se sont asséchées, donc c'était tentant d'appuyer sur le champignon. Donc on a des bons chiffres, notamment dans le Gard, en zone gendarmerie, on est au-dessus, on a des meilleurs chiffres que la moyenne nationale, on a des bons chiffres, mais on est très prudent, parce qu'un accident est très vite arrivé. Et des excès de vitesse à 50 km/h sur des départementales. Alors sur l'autoroute, on en a eu des beaux, mais voilà, donc ça roule vite. Ça roule vite, et on a augmenté nos chiffres d'excès de vitesse. Donc on appréhende la reprise de la circulation un peu générale, et on appréhende des accidents. Donc on maintient la pression, on maintiendra, on peut le dire aux Gardois. On est présent sur la route, on communique là-dessus sur Facebook. Malheureusement, malgré le fait de communiquer, ça continue. On a eu, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'accidents mortels, mais on a eu des accidents qui, fort heureusement, étaient matériels, mais compte tenu des circonstances, auraient pu être mortels très facilement. Voilà, donc le bilan en sécurité routière est fragile, donc on maintiendra. Voilà, donc une des orientations du confinement, c'est les excès de vitesse, les gros excès de vitesse. On a peur que ces habitudes-là perdurent. Après, et surtout que la saison va s'ouvrir en plus dans quelques semaines, avec probablement le retour des touristes également sur notre département. Je vais donner la parole à Basile, on va changer de sujet après le confinement. Je crois que Basile, il y avait un autre sujet sur lequel vous souhaitiez interpeller le colonel. C'est une tribune qu'on a beaucoup entendu parler au niveau national. Effectivement, une tribune de fonctionnaires de votre ministère, donc le ministère des Armées, qu'on a coutume d'appeler la Grande Muette, mais pour le coup, certains des membres qui ont signé cette tribune n'ont pas été très muets, puisqu'il s'agit de généraux donc de l'armée de terre à la retraite, d'officiers, qui ont signé une tribune dans la revue de droite extrême Valeurs Actuelles, une tribune dans laquelle il y a des propos qui peuvent être assez surprenants, avec notamment à la fin la menace d'une guerre civile dans laquelle l'armée devrait intervenir, sinon il y aura des milliers de victimes. Pour le coup, certains de ces signataires sont sortis de leur devoir de réserve qui est demandé aux membres de nos armées. Moi, j'aimerais savoir, en tant que vous-même, vous dépendez du ministère des Armées, qu'est-ce que vous pensez, si vous avez un avis sur cette tribune ? Bah écoutez, déjà, la gendarmerie dépend du ministère de l'Intérieur. On a le statut militaire. Mais on a été raccroché au ministère de l'Intérieur depuis quelques années. Moi, je suis un ancien militaire, j'étais dans l'armée de terre avant de rentrer en gendarmerie. Écoutez, nous, on est vraiment attaché au devoir de réserve. La tribune en elle-même, autour de moi en tout cas, a été très peu commentée. Et nous, je sais qu'on a un attachement au fonctionnement républicain de la nation. On a vraiment un devoir de réserve. Je ne vois pas de débordement de mon côté, je ne vois pas de discussion. Donc on n'adhère pas du tout
à sortir de là, à sortir du cadre du devoir de réserve. Et pour vous dire, j'ai voulu essayer de voir ce qu'il y avait dans la tribune. J'ai vu les grandes lignes, mais je n'ai pas réussi à voir le texte en lui-même dans son Je vous ensemble. ferai passer si vous voulez. Mais c'est pas la priorité pour j'imagine moi. bien. Mais, C'est un épiphénomène. voilà. C'est un épiphénomène. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les gendarmes sont neutres dans le travail et vraiment essayent de faire leur travail d'une manière mesurée. Et on n'a pas de connotation politique, je dirais, dans nos actes. On donne la parole tout de suite à Anthony. Anthony, vous vouliez interroger le colonel, je crois, sur un nouveau dispositif, c'est ça ? Tout à fait, les BGE, les brigades de gestion des événements. Je voulais avoir votre avis déjà sur ce nouveau dispositif et également savoir si ce nouveau dispositif allait être mis en place dans le département du Gard. Alors, le BGE, c'est un système informatique, un algorithme qui a été développé par un colonel qui maintenant général, qui commandait un groupement, qui a voulu optimiser le service. C'est vrai que les gendarmes, on est répartis sur l'ensemble du territoire, on est en communauté de brigade, on a été obligé de créer des communautés de brigade justement pour permettre aux gendarmes d'avoir leur repos, je dirais, un minimum de temps en temps. Donc en constituant des groupes un peu plus costauds. À une époque, une brigade à 6 était totalement autonome, mais les gendarmes étaient quasiment en permanence disponibles et corvéables. Voilà, la société évolue, on ne peut pas trop rester là-dessus, on est obligé d'évoluer. Donc le BGE essaye de dégager des marges de manœuvre pour cet algorithme pour les forces de l'ordre. Donc en gros, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on utilise cet algorithme en fonction de son territoire, en fonction des effectifs des unités, pour que les unités se renforcent elles-mêmes et pour créer un système où on a en permanence une équipe dédiée à l'intervention. En fait, le gendarme est multicarte. Le gendarme, il fait de la police route, il fait de la police administrative, la police judiciaire, il fait des interventions sur les accidents, il va interpeller les gens. Donc on est multicarte. Le BGE, c'est-à-dire que le logiciel mettrait une équipe qui serait chargée de faire l'intervention pendant une 24 heures, par exemple. Donc il y a, le logiciel lui-même propose le service et propose le secteur. Enfin, c'est nous, le commandement, qui définissons le secteur. Et le logiciel permet de tenir le territoire avec un temps d'intervention minimum. Voilà, ça nous permet d'organiser le service de manière à pouvoir dégager des marges de manœuvre pour faire autre chose, pour faire des opérations coordonnées. Ce service va être mis en place dans le territoire du Gard ou pas encore ? Moi, j'ai travaillé, si vous voulez, sur des... Alors, on voit que vous connaissez bien le sujet. Oui, le DGE est pas si vieux que ça. Il a été mis en place dans des départements ça fait peut-être 3 ans maintenant. 3 ou 4 ans, mais il a été mis en place d'une manière expérimentale, donc le temps que l'outil se mette en place, se teste, voilà. Il se diffuse au niveau national depuis peu, ça va faire 2 ans qu'au niveau de la direction générale, on a tendance à le diffuser. L'outil est assez souple, de manière à permettre de s'adapter. Alors, le Gard, on en parlait un petit peu avant l'émission, le Gard est un département qui est un peu particulier. Déjà, on a une activité qui est dans les on est, je crois, dans les 13e au niveau d'activité en délinquance, au niveau national. Donc on a une activité qui est à un certain niveau. Il y a un territoire qui est particulier, avec de fortes une culture, enfin une identité forte dans chaque territoire, donc entre la Camargue, les Cévennes, de vraies disparités. Le Gard rhodanien. Alors le système BGE, on a travaillé dessus, on a fait quelques projets dessus pour voir un petit peu s'il était adaptable. Déjà, il nous faudrait écarter du BGE la partie Cévenol, qui ne s'adapte pas. C'est le terrain qui commande, voilà, c'est le terme militaire, mais c'est vrai. On aurait des délais d'intervention qui seraient trop grands. Donc le BGE, ça nous oblige à enlever la Camargue. Et ce système où les unités se renforcent un peu mutuellement est un peu difficile à mettre en place de par cette identité des territoires. Basile oui, je vous en prie, vous vouliez terminer. Alors par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas mis en place le BGE tel que certains groupements l'ont mis en utilisant cet algorithme. Par contre, on a mis en place ce qu'on appelle le dispositif d'optimisation de la présence et de l'intervention. Le DOPI, en fait, on fait une analyse, on essaye d'utiliser au mieux les outils institutionnels dont on dispose. On a même un système qui nous permet d'avoir une prédiction sur la délinquance. Ah oui. Donc on appelle ça le PAVED, alors je ne me rappelle plus exactement le terme. On est presque dans des films de science-fiction. Donc si vous voulez, quelqu'un qui ne connaît pas le territoire, qui utilise, on interroge la base de données, si vous voulez, c'est une base de données informatique qui garde en statistique le nombre de faits, les catégories de faits et le territoire, le lieu de commission. Et par exemple, moi je veux savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin en matière de délinquance. Donc je peux interroger ce logiciel, c'est moi qui choisis les dates.
Alors après, c'est pas la panacée, c'est qu'un outil. Oui. Et il pourra me permettre. Donc après, j'ai une cartographie qui s'affiche et qui me donne des zones de chaleur. Ça voilà. permet finalement d'anticiper. On Ça peut permet le dire comme ça, d'anticiper. un petit peu. Je vais donner la parole à Basile, on va avancer parce qu'on Oui, arrive pardon. au bout de l'interview et il y a encore pas mal de questions à vous poser. Basile, vous aviez une question, je crois, qui concernait les manifestations. Effectivement, on a vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements sociaux ces dernières années, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes, la réforme des retraites. On voit que ça a été arrêté par le confinement, mais quand même, le mouvement social s'était un peu réveillé en France. Durant ce mouvement social, les forces de gendarmerie ont été présentes, je pense notamment pendant la séquence des Gilets jaunes. Et moi, je trouve que, et c'est aussi ce que des études montrent, qu'il y a eu quelque chose qui s'est rompu peut-être à ce moment-là entre les Français et leurs forces de l'ordre, que ce soit policiers, gendarmerie, alors que on avait été tous ensemble. Moi, j'ai marché pour les flics le 11 janvier. On voit que les attentats ont touché le cœur de votre profession. Vous êtes là pour nous protéger. Pourtant, il y a eu des difficultés lors de ces mouvements sociaux qui ont pu abîmer le lien entre les Français et leurs forces de police et de gendarmerie. Comment on peut essayer de réconcilier, de réparer ce lien qui s'est un peu fragilisé ? Alors moi, je parle de mon expérience à moi et du vécu. Donc j'étais pas dans le Gard quand il y a eu les pics de manifestation des Gilets jaunes, mais j'étais en Auvergne. Sur le terrain, si vous voulez, moi j'avais en face de moi des citoyens, on avait quand même un dialogue. J'ai pas le sentiment que forcément le lien soit rompu. Alors peut-être qu'au niveau national, effectivement, quand on parle des blessés, etc., on a une certaine image qui perdure, mais la difficulté pour nous en matière de gestion des troubles, ça a été de ne pas forcément avoir un interlocuteur bien fiable sur certaines actions des Gilets jaunes. Déjà, il faut savoir que les Gilets jaunes entre eux, on parle du mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai séparé des Gilets jaunes entre eux qui n'étaient pas tout à fait des mêmes avis et qui avaient tendance à s'en prendre les uns aux autres. Ça m'est arrivé physiquement. Donc dans le mouvement, il y a vraiment il y a beaucoup de monde. Bloc uni. La difficulté, c'est de trouver un interlocuteur, par exemple sur un rond-point qui est bloqué. Alors après, sans juger de l'expression populaire et démocratique et du fond. Moi, par exemple, sur certains ronds-points, ce que j'essayais de faire passer comme message à des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait un hôpital pas loin. J'ai besoin d'avoir un interlocuteur parce que s'il y a une ambulance qui est bloquée dans les embouteillages, de les faire passer. On a toujours réussi à trouver un terrain d'entente. Après, des fois, les esprits se ferment, la tension monte, et puis bien sûr, on a dégagé des gilets. Peut-être pour aller un petit peu plus loin que la question de Basile, oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup plus de tension dans le pays ? Et est-ce que vous avez le sentiment que quand il y a des manifestations, il peut arriver qu'effectivement les choses s'enveniment beaucoup plus rapidement que peut-être il y a quelques années ? C'est peut-être pas le cas dans le Gard, hein ? Je sais pas, la question est difficile. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment le contact passe bien avec la population. Par contre, je pense qu'il y a une recherche de repères peut-être aussi dans la population. Il y a le confinement qui joue quand même sur les esprits. On disait tout à l'heure que les gens sont un peu énervés, en ont un peu marre. Moi, je vois peut-être une montée de certains mouvements un peu radicaux, un peu forts. Voilà, et dans tous les sens, que ce soit de gauche, de droite, et il y a peut-être un petit peu plus de gens qui se cherchent et qui, je pense que ça va un peu dans tous les sens. Après, ça peut se dégrader si il y a un élément catalyseur, une crise qui catalyse un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, dans le Gard, c'est quoi la préoccupation majeure des services de gendarmerie ? C'est la radicalisation, c'est des groupes dont vous parliez tout à l'heure, minoritaires, ultra-gauche, ultra-droite. On travaille sur tous les sujets. Ouais. Vous avez une cellule de renseignement d'ailleurs ? Nous avons une cellule de renseignement, donc on travaille sur la radicalisation la radicalisation dans le terme de radicalisation, quel que soit derrière ce qu'on peut trouver, bien sûr. Donc on travaille dessus. Après, la priorité, c'est en fonction de ce que nous donne comme orientation le ministère de l'Intérieur. Là, notre priorité de travail, je dirais, c'est le confinement, c'est le terrain, c'est la tenue du terrain. Le renseignement, bien sûr, tout ce qui est radicalisation et attentat, ça fait partie de nos prérogatives permanentes, et c'est un domaine dans lequel on a une grande attention. Alors, j'ai le sentiment qu'on s'est professionnalisé quand même. On parle des projets de loi de sécurité intérieure, etc. Moi, je trouve qu'on travaille différemment aujourd'hui de ce qu'on travaillait il y a 3 ans. On est quand même beaucoup plus
c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans l'ADN de notre manière de travailler, quoi. Mais concrètement, vous suivez des personnes radicalisées, fichées, vous avez un nombre de personnes que vous avez dans le viseur et que vous suivez quotidiennement, régulièrement. Très Comment régulièrement. ça fonctionne en fait? Eh bien, écoutez, tout ça se fait sous la responsabilité de l'autorité préfectorale. Très régulièrement, dans chaque département, il y a un groupe d'évaluation départementale. Il y a un ordre du jour qui est préparé à l'avance et on évoque régulièrement les objectifs qu'on suit, quoi. Anthony, une dernière question. Vous vouliez là aussi interpeller le colonel, je crois, sur les effectifs. Oui, tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que dans le département du Gard, vous disposez d'assez d'effectifs? Et sinon, est-ce que vous allez en recevoir de nouveaux? Je vous dirais que dans l'absolu, on n'en dispose jamais assez. Si. L'effectif le groupement de gendarmerie du Gard, c'est 890 personnels en tout, d'actifs, donc des militaires d'actifs, des militaires civils ou des corps de soutien. Donc c'est des militaires qui font... donc on a des mécaniciens, des secrétaires. Par rapport à la délinquance, le département a eu déjà des augmentations d'effectifs. Je pense qu'on est peut-être un petit peu sous-dimensionné pour faire face. Après, on a régulièrement des trous à l'effectif, donc on a eu des trous jusqu'à moins 40%, mais ça c'est le jeu des départs à la retraite, des mutations, etc., etc. Le département du Gard est pas forcément... On est dans une région attractive, mais pas forcément demandé, puisque c'est un département où il y a du travail, où le contact est parfois un peu violent, hein. On a régulièrement des blessés. Pas plus tard que hier, j'avais 2 gendarmes blessés par morsure. Alors, ils se sont fait mordre en interpellant ils ont interpellé après, mais ils ont été agressés. Donc c'est un département qui est violent. Voilà, donc on a régulièrement un trou d'emploi. Donc, mais voilà, 890 personnels, on arrive quand même à faire face. Après, on a eu des augmentations dans le cadre de la politique de sécurité du quotidien. Le département du Gard a eu une augmentation d'une 20aine d'effectifs sur 5 ans, dernières années. Merci beaucoup, colonel, d'avoir répondu à toutes nos questions.